4 à 5 000 chansons, 1500 chansons interprétées, Claude Lemel, incroyable parolier de la chanson française. On a tous fredonné vos textes, Claude, que ça soit chanté par Joe Dassin, Gilbert Montagnier, Michel Sardou, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, tant d'autres. Et l'art d'écrire une chanson, c'est un bouquin qui ressort, qui est génial. Comment on écrit une chanson, comment on écrit un tube, Claude Lemel? Alors les tubes, c'est pas les auteurs qui les font, c'est le public. Voilà. Comment on écrit une chanson? J'essaye justement dans ce bouquin de retracer quelques itinéraires de chansons. Aucune chanson ne ressemble à une autre, bien évidemment. Mais tout de même, il m'a semblé qu'au bout de 58 ans d'exercice du métier d'auteur, je pouvais essayer de transmettre un certain nombre de petites choses qui pourraient aider les plus jeunes, ceux qui vont arriver après nous, à écrire leurs chansons, à les peaufiner, à être plus à l'aise dans leur métier d'auteur. À devenir ce chanteur-là pour qui vous avez écrit tant de chansons, dont celle-là, écoutez. Incroyable, hein, Joe Dassin. Ça, c'était une rencontre inoubliable, Claude. Hein. Merveilleuse, je dirais quasiment inespérée, quoi. Que deux êtres se trouvent comme ça, avec autant d'atomes crochus et autant d'envie de faire des choses, de les faire ensemble, une complémentarité formidable. C'est rarissime. Ouais. C'est beaucoup de chance pour moi. J'espère beaucoup de chance pour lui aussi. Ouais. Et en tout cas, une aventure artistique et humaine irremplaçable. Comme ça, écoutez. Où tu voudras quand tu voudras. Oui. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Alors vous racontez, Claude, dans ce bouquin, que l'été indien et Marie-Laurence Saint, tout de suite on vous a dit, le producteur lui a dit non, ça n'intéressera personne. Hein. Le directeur artistique, et pourtant c'était certainement le meilleur directeur artistique que j'ai connu dans toute ma carrière, et Dieu sait si j'en ai connu. Mais pour une fois, il s'est trompé. Ça a été l'exception qui confirmait la règle. Effectivement, quand je lui ai dit le texte de l'été indien, que Joe avait accepté d'emblée et aimé d'emblée, il m'a dit, écoute, c'est formidable, très beau texte, il faut changer juste deux choses. L'été indien, parce que personne ne sait ce que c'est, et la robe de Marie-Laurence Saint, parce que personne ne sait qui c'est. Je me souviens. Voilà. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. Il s'est trompé. Et là, c'est incroyable parce que voilà, un succès immense pour Joe, qui est un peu à un moment dans sa carrière où il en a besoin de ce succès-là, parce que ça va pas bien dans sa vie privée. Ça va pas bien dans sa vie privée. Il connaissait aussi une petite baisse au niveau de sa carrière. Souvent, ça va ensemble d'ailleurs. Et cette chanson-là lui a permis de retrouver le devant de la scène. Et effectivement, ça lui a fait du bien parce que c'était quelqu'un tout de même de très inquiet, de très angoissé, qui doutait beaucoup de lui-même. Donc c'est le genre de personne à qui le succès fait beaucoup de bien. Oui. Ouais. On a l'image de Joe Dassin avec ses costumes blancs sur scène, élégants. Et puis il y a l'homme brisé et l'homme blessé aussi derrière. Oui. On le sait maintenant. Hein. Il faisait une différence très claire entre l'homme privé et l'homme public. Alors pour lui, il y a des artistes pour lesquels ça se confond un peu. Alors lui, pas du tout. Il disait, voilà, moi je suis le soir Joe Dassin, l'artiste, qui va sur scène, qui fait son numéro. D'ailleurs, on a écrit une chanson là-dessus avec Pierre Delanoë qui s'appelle Le Costume Blanc. Mais une fois que j'ai fini mon tour de chant, je redeviens quelqu'un comme un autre et je veux qu'on me laisse tranquille, je veux qu'on me fiche la paix. Oui, mais ça va être difficile à la fin. Vous allez être là quand il meurt. Il va mourir. Hélas, oui. Devant vous. Devant mes yeux, oui. Devant vos yeux. À Tahiti, donc c'était le 20 août 1980. On était dans un restaurant de Papeete, qui s'appelait Chez Michel et Eliane, et on était en train de discuter. Enfin, rien ne pouvait laisser croire que la fin était proche, quoi, mais rien du tout. On parlait tout à fait normalement. Et puis ça a duré un éclair de seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise cardiaque foudroyante.
crise cardiaque foudroyante. Mais encore une fois... Il a prononcé quelque chose, il a dit quelque chose? Non, c'était vraiment imperceptible. Un ami à côté de lui a cru entendre merde, qu'est-ce qui m'arrive? Mais moi, personnellement, j'étais en face de lui. Je n'ai rien entendu de tel. Non, ça a été extrêmement brutal. Et puis, tout de suite après, il s'est affalé sur sa chaise. On a trouvé un médecin, parce qu'on était au restaurant, qui est venu l'examiner. Et le médecin a dit tout de suite, sans aucune pitié pour nous d'ailleurs, parce qu'on était quand même vraiment aux 400 coups. Enfin, ça vous tombe dessus comme la foudre, quoi. Et il nous a dit, ah ben non, mais c'est terminé. Comme ça. Ouais. Voilà. Puis il est parti finir son repas. Bon. Et nous, on a essayé de le ranimer, mais rien à faire. Ouais. Non. Écoutez sa voix. Une voix exceptionnelle. Tu es encore ici, puisque tout me parle de toi. Un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer de monde. Quelle chanson incroyable. Alors ça, c'est écrire pour lui. Ouais, une des phrases que j'ai écrites que je préfère. Là, je vous donne un petit scoop. C'est ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ouais. Parmi toutes les phrases que j'ai écrites, Ça, c'est un peu ce que c'est une de mes Ouais. préférées. C'est ce que vous auriez envie de lui dire de l'au-delà, quoi. Évidemment, ça m'est arrivé d'ailleurs de chanter cette chanson et de me mettre à pleurer parce que je pensais à lui. Ouais. Non, mais c'est fou parce que vous l'avez vraiment aimé profondément. ouais. Un artiste, vous Toujours. en avez eu tellement d'artistes. Toujours. Mais lui, Toujours. c'était quoi, Jodassin? C'était un être comment? C'était un être extrêmement discret, très pudique, extrêmement intelligent, très talentueux, qui était un grand musicien, qui avait un sens musical tout à fait exceptionnel, très difficile pour les textes, avec une voix... je crois qu'on n'a pas retrouvé un timbre de voix comme ça depuis, et en même temps qu'il n'avait aucune confiance en lui. Et donc, être son ami, c'était quelque chose... C'était un privilège énorme, parce qu'il ne donnait pas son amitié comme ça, mais c'était extrêmement précieux. Oui. Ouais. Mais quand je disais à la fin, c'est vrai, la drogue, l'autodestruction. Oui, je crois que maintenant, la plupart des gens le savent et on peut le dire. On peut le dire parce que sinon, comment expliquer qu'un homme de 41 ans parte brusquement et brutalement comme ça? En revanche, je tiens à dire une chose. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une interview de quelqu'un que je ne nommerai pas, qui disait que Joe était mort d'une overdose et que c'était moi qui le lui avais dit. C'est archi faux. Archi faux. Je m'élève totalement contre ce propos. Joe n'est pas mort d'une overdose, il est mort d'une crise cardiaque extrêmement brutale devant mes yeux. Mais ce jour-là, il n'avait absolument rien pris. Alors, que cette crise cardiaque soit la conséquence de certains excès, mais pas que de ça, d'ailleurs, du tabac, de l'alcool, de tout ce qu'on sait, et du stress. Bon, évidemment. Mais en tout cas, non. Alors là, c'est absolument formel. J'ai été scandalisé par cette interview. Il n'est pas mort d'une overdose du tout. Oui, mais ses amis n'arrivaient pas à le raisonner, à empêcher qu'il sombre. Non, ça malheureusement, j'ai fréquenté pas mal de gens victimes d'addiction. Il n'y a rien à faire. Ouais. Il n'y a rien à faire. Parce que, par définition, une personne addicte, comme on dit maintenant, est dans le déni. Donc, non, bien sûr qu'on a essayé, évidemment. Non, on n'a rien pu faire. Ouais. Mais parlons d'autre chose. Ouais. Mais un qui connaissait l'addiction aussi, et c'est Serge Reggiani. Mais vous allez beaucoup travailler avec Serge. On va entendre cette voix merveilleuse qui était celle de Serge Reggiani, pour qui vous écrivez des textes magnifiques.
Claude Lemel, écoute. 84 chansons. Mais tu l'emmènes, puisque tu l'aimes, sur des océans dont les marins n'ont jamais vu la fin. Tu as le ciel que tes carreaux t'ont dessiné, et le soleil sur une toile de ciné. Mais tu t'en fiches, mais tu es riche, tu l'es puisque vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais de l'amour dans un grenier. Ça, c'est une phrase qui reste, que vous écrivez un jour, Claude. Venise n'est pas en Italie. Oui. Et c'est là, ça part de là. Hein. Bah, c'est inexplicable. Alors là, c'est un flash que j'ai eu, mais je ne pourrais absolument pas expliquer pourquoi. Pourquoi ce flash m'est arrivé comme ça. De temps en temps, ça arrive qu'on ait une espèce de lueur comme ça, d'éclair qui arrive, inexplicable, mais qui fait une très jolie phrase de chanson. Ouais. Il y a des choses qu'on va chercher très très loin, auxquelles on réfléchit longuement. Mais là, non, c'est tombé d'un coup et je ne sais pas pourquoi. Ouais. Plus de 80 chansons, vous avez dit, hein, pour Reggiani. 84, oui. Pour 84 Reggiani, chansons. oui. Alors, là, évidemment, Serge Reggiani, c'est un acteur. Oui. C'est un acteur qui chante. Et il est incroyable, hein. C'est exactement ça. D'ailleurs, quand j'écrivais pour lui, je pensais toujours à ce qu'il pourrait faire de mon texte sur scène. Ça, c'était quelque chose que j'avais toujours à l'esprit. Ouais. Donc vous écrivez, je crois, Le Zouave du pont de l'Alma, des chansons qui racontent des histoires et des personnages comme ça qu'il est. Le Barbier de Belleville. Oui, le Barbier de Belleville, qui rappelle aussi ses souvenirs d'enfance. Le Souffleur. Oui, Le Souffleur. Ouais. Le Souffleur qui est une chanson hommage, au fond, au théâtre. Ah, tout à fait, oui. Bah, il avait commencé par le théâtre. Bon, il a fait des études de théâtre en même temps qu'il était apprenti coiffeur. Et bon, il a fait le conservatoire, où il a eu un deuxième prix. Et puis, le cinéma est venu après. Et en tout dernier, la chanson. La chanson est arrivée 20 ans plus tard, dans les années 60, parce que c'est Jacques Canetti qui l'a convaincu de chanter. Oui. Il y avait un texte particulier pour lui. C'est du sur-mesure, quand on écrit une chanson pour Serge Reggiani. Ah oui, quand j'écrivais pour lui, je pensais à lui essentiellement. Il y a des chansons que j'aurais pu donner à plusieurs artistes différents. Mais quand j'écrivais pour Serge, comme quand j'écrivais pour Joe, c'était vraiment pour lui, ou quand j'écrivais pour Beko, ou quand j'écrivais pour Isabelle Aubray. Enfin, c'était vraiment ciblé tout de même. La plupart du temps, c'est ciblé. Oui, mais alors encore une fois, un écorché vif. Alors là, Reggiani écorché vif. Hein, oui, c'est ça. Alors lui, son addiction était différente. C'était l'alcool. Bon, ça, je pense que les gens le savent aussi. Il n'y a pas de raison de manier la langue de bois. Bon, si on aime les gens, il faut les aimer tels qu'ils étaient, avec leurs problèmes, leurs défauts. Des drames. Sinon, c'est pas les aimer. Le suicide de son fils, des drames, beaucoup de choses dans sa vie. Oui, bien sûr. Mais jusqu'au bout, il a continué à jouer, à chanter. Il est mort quand même à 82 ans. Bon, malgré toutes les entorses qu'il pouvait faire à sa santé, jusqu'au bout, il a chanté. La dernière année, il est mort en juillet 2004. Au printemps, il chantait encore au Palais des Congrès. Oui, même affaibli, hein. Chanter affaibli. Oui, affaibli, mais il chantait. Il chantait quand même. Ouais. On peut toujours chanter. Il y en a un qui chante. Ouais. Il a fait 3 concerts au Palais des Congrès, 2 debout et un... Non, 2 assis et 1 debout. Moi, j'ai vu le debout. J'ai eu de la chance. Un artiste est debout parce que c'est son public qui est là. Hein? Merveille. Écoutez ça. Mon front sans ride est un abus. Quand je suis sorti de ma mère, j'avais déjà beaucoup vécu. Et pour mon âme autant peu grise, Mathusalem est un gamin. Je vais prier dans des églises que j'ai connues temple romain. Faut pas se fier aux apparences. J'ai l'air de sortir de l'enfance. Sur mes papiers, j'ai 25 ans. Ce sont des faux. J'ai 2000
incroyable cette chanson. Moi, j'ai toujours aimé cette chanson, J'ai 2000 ans, Michel Sardou. C'est le grand Sardou. Je suis arrivé avec le départ du texte. Ouais. Parce que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. On a travaillé à Vence, dans une maison qu'il avait. Et j'avais la trouille. Bon, à chaque fois que j'écris pour quelqu'un, j'ai le trac. Et donc, je suis arrivé avec le premier couplet de J'ai 2000 ans. N'est pas l'âge de mes artères, mon France-Henri est un abus. Et alors, bon, il a été enthousiasmé tout de suite. Et donc, on a passé un après-midi ensemble à écrire le deuxième et le troisième couplet. Bon, il a gardé mon premier couplet tel quel. Et alors, il a changé un petit truc par coquetterie dans le refrain, puisque j'avais écrit son véritable âge à cette époque-là. En 74, il avait 27 ans, donc sur mes papiers, j'ai 27 ans. Il a mis sur mes papiers, j'ai 25 ans. Ça arrive assez souvent que l'artiste se rajeunisse. Ce qui est incroyable, parce que ça, c'est une des premières chansons qui va impacter le Sardou, avec les grands textes, un peu, voilà, avec les grands orchestres, les grandes images qu'il va amener avec lui. Ah, c'est Revo, la musique. Vous allez faire un roi barbare après, qui est une espèce de fresque historique. Ah, c'était assez terrible, cette chanson. Ouais. Je trouve que Michel était vraiment et toujours, puisque bon, il est en tournée en ce moment, un artiste-interprète extraordinaire. Pour un auteur quand même, un interprète de ce calibre-là, de cette qualité-là, c'est une chance formidable. D'autant plus que lui, il ne se contente pas d'être interprète, il est co-auteur, parce que Michel écrit vraiment, vraiment. Oui, et il écrit bien. Très bien. Tiens, parmi toutes les chansons, il y en a une dont il fait un petit extrait dans sa tournée d'adieu. Et c'est une chanson un peu incroyable dans le texte, signée Claude Lemel. Écoutez. Ça, c'est fou, hein. Quand vous avez entendu cette interprétation magistrale. C'est-à-dire que lorsqu'on écrivait les chansons, Jacques Revaux faisait la musique et Michel nous les chantait. Donc on était le premier public, quoi. Et effectivement, sa voix était extrêmement impressionnante. Alors, cette chanson, c'était un hommage aux fans qui suivaient les tournées, qui étaient des jeunes filles de 17, 18 ans, bon, de 17 à 20 ans à peu près, et bon, qui c'est vrai, étaient pour beaucoup d'entre elles amoureuses de l'artiste, du chanteur, et bon, il arrivait qu'il y ait des petites aventures entre le chanteur en question et ces jeunes filles. Et au fond, cette chanson est un hommage à ces fans-là. Ouais. Voilà. Il y en avait beaucoup qui suivaient Johnny. Oh, il y en avait beaucoup. Jodassin. Alors Joe un petit peu moins, parce que Joe attirait moins ce genre de groupie-là. Il y a eu un autre hommage, celui de Michel Berger, la groupie du pianiste, etc. Ouais. Bon. Mais c'est vrai que c'était assez émouvant de voir cet amour de ces jeunes filles. Il y avait moins de garçons quand même. Hein. Pour les artistes, c'était... Michel et moi, ça nous touchait. Ouais, et donc cette chanson, dont la musique est splendide d'ailleurs, je trouve que c'est Jacques Revaux, cette chanson était un hommage à ces jeunes filles-là. Ouais. Alors, vous écrivez des chansons pour Michel Sardou, par exemple, Claude Lemel, un texte comme ça, et puis il y a la musique, c'est Jacques Revaux qui va arriver, et puis il y a la voix, c'est Michel Sardou, et puis il y a un énorme standard qui naît de tout ça, qui va devenir une chanson que le public s'approprie. Écoutez. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Alors là, il y a tout.
Il y a tout, il y a la voix qui est sublime, il y a un texte absolument transgénérationnel, d'une humanité... C'était une idée quand même assez peu ordinaire de parler de sa maman comme ça. D'ailleurs, certains nous l'ont reproché, je me souviens. Mais alors là, c'est vraiment un texte où Michel a vraiment participé. Oui. Bon, il y a beaucoup de lui dans ce texte-là. Moi, je l'ai aidé. Alors, il y a une petite anecdote assez marrante que m'a rappelé Jacques Revaux l'autre jour. Jacques ne trouvait pas la musique. Et alors, à un moment, il a eu envie d'aller aux toilettes. Il s'est enfermé dans les toilettes avec sa guitare. Il a trouvé la musique dans les toilettes. Quand on entendra ça, on se rappellera de ça. Ça, c'est marrant comme anecdote, mais c'est la vérité stricte. Ouais. Et c'est une musique d'une très grande élégance. Magnifique. Alors, non, mais quand on dit, oui, il fallait avoir du culot de dire ça. Parce que c'est vrai que là, c'est une chanson, on n'a pas l'habitude. J'ai trouvé ça formidable. Un homme qui parle de sa mère en imaginant qu'elle faisait l'amour. Ouais, il faut le raconter, ça. Oui, mais c'est très humain. Et moi, je me souviens très bien, quand Michel m'a parlé de l'idée, je me suis revu, je devais avoir 13 ans à peu près, 13 ou 14 ans, descendant l'escalier qui menait de ma chambre au salon. Maman était en bas, elle avait une robe de l'époque assez décolletée. Malgré moi, mon regard a plongé dans son décolleté, je me suis mis à rougir jusqu'aux genoux. Et oui, voilà, c'est le thème de la chanson. Le jour où un jeune homme s'aperçoit que sa mère était une femme aussi. Mais je trouve ça très émouvant. Bon, il y a eu quelques critiques, en particulier Canard enchaîné, qui ne s'est pas honoré ce jour-là, qui a écrit ce débile qui découvre que sa mère est une femme. Allez, oui, non, mais bien sûr. Mais alors, la personne qui a écrit l'article a disparu depuis longtemps. 50 ans plus tard, la chanson est toujours là. Elle est toujours applaudie par le public dans les 70 ans de carrière de Michel Sardou, quand il fait ses adieux à l'Arena Défense à Paris devant 30 000 personnes. Est-ce que Jackie Sardou, qui était la maman de Michel Sardou, elle aimait cette chanson? C'est pour moi. Oui, comme ma mère l'a aimée, oui, bien sûr. Pourtant, Dieu sait si ma mère et Jackie Sardou ne se ressemblaient pas. Une voix qu'on ne peut pas oublier, une chanteuse. Écoutez ça, et ça va vous rappeler beaucoup de choses. 13 ans, écart, 13 ans, retard, 13 ans, longueur, 13 ans, blondeur, 13 ans, famille, 13 ans, ancien style, 13 ans, pradé, 13 ans, petit. C'est Joël, la chanteuse du groupe Il était une fois. Oui, moi, je suis content d'évoquer Joël, toujours évoquer Joël. Grande amie, 2 fois par an, le 3 février et le 15 mai, nous allons, sa sœur Dominique et moi, sur la tombe de Joël au cimetière Montparnasse. Voilà, pour la fleurir, pour se recueillir près de cette tombe. Et quelqu'un qu'on aimait énormément, qui a disparu vraiment très prématurément. Alors elle, 29 ans. Et ça, c'est une chanson que j'ai écrite avec Pierre Billon. Mais c'était Joël qui m'avait demandé de l'écrire parce que Joël avait démarré sa carrière amoureuse à 13 ans, ce qui est très jeune. Mais c'est elle qui m'avait demandé de parler de ça dans le texte. Voilà. C'est vrai, et vous me l'aviez dit un jour, Claude, que vous étiez fait un serment avec Joël. Vous pouvez me le... Oui. On était très amis, on se voyait souvent et on passait des soirées ensemble. Et un jour, on était chez moi, 25 avenue Jean Moulin, dans le 14e. Et on était tous les deux assis par terre parce qu'il n'y avait pas de meubles. Et on s'est fait le serment de ne jamais avoir d'aventure amoureuse ensemble. Voilà. Pour dire les choses clairement et crûment, on s'est dit on est trop amis, jamais on couchera ensemble. Et on a tenu parole, ce serment on l'a respecté, même s'il pouvait on était très jeunes tout de même tous les deux, et il y avait des soirs, on faisait la fête, on buvait un coup, etc. On aurait pu, dans l'euphorie, être tenté de rompre notre serment, mais on ne l'a jamais fait. On est restés uniquement amis, et je suis très heureux
qu'on ait tenu notre parole. Ouais. Et quand on pense à Joël, on voit ce visage radieux, cette jeunesse, ce sourire incroyable. Magnifique. On a du mal à imaginer, bon, on sait maintenant qu'elle est morte de la drogue. D'une saloperie, Oui. alors qu'elle n'était pas du tout addicte ni rien. Bon, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais bon, elle a passé une soirée chez des gens qui lui ont donné un truc trop fort, voilà, bon. Ouais. Je les laisse avec leur conscience. Ouais. Un chanteur du groupe Il était une fois, enfin un musicien du groupe Il était une fois, a dit une fois sur ce plateau que c'est Jodassin qui lui avait donné Oui, alors le là, goût de bon, la c'est- drogue. Je veux pas parler de ça. Ouais. Parce que c'est, bon, évidemment faux. Il y en avait partout à l'époque. Alors bon, qu'elle en ait partagé certains soirs de tournée avec Joe, oui, mais il n'y avait pas que lui. Oui. Tout le monde en prenait, sauf moi. Ouais. Donc Joe n'avait rien à voir avec ça. Bon, c'est pas lui. Bon, non, parce que moi, dans ce que j'ai lu, c'était que carrément, enfin, on rendait quasiment Joe responsable de sa mort, quoi. Alors que c'est évidemment totalement faux. Il y en a des responsables, c'est ceux qui lui ont donné un soir un truc tellement fort que son organisme ne l'a pas supporté. C'est Ouais. tout. Et qui Mais- sont peut-être encore en vie, ces gens-là. Oui. Joker. Oui. Mais ils portent ça parce que Joël nous manque. Encore une fois, je les laisse avec leur conscience. Mais non, bon. Malheureusement, la plupart des artistes de cette époque-là, ont partagé, quoi. Bon, c'était après les concerts qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, on disait les galas. Donc dire que imputer ça à Joe, c'est pas bien. Ouais. Et c'est tout à fait faux. Quand je disais tout à l'heure, Claude Lemel, 2500 chansons, 1500 chansons chantées, dont celle-là, on va l'entendre, qui va nous faire parler de quelqu'un qu'on connaît moins, mais ça peut peut-être vous faire plaisir d'évoquer ça. Et la sève qui monte au bourgeon. Mais si la brume verte est la fleur qu'il préfère, et si les cerisiers sentent bon, je préfère l'automne et le vin qu'il nous donne et qui rend si léger nos cœurs lourds. Je préfère l'automne et le vin qu'il nous donne et le vent quand il tourne à l'amour. L'automne, Marie Trini, une de vos chansons, Claude Lemel. Oui, alors, c'est la première fois depuis très 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 longtemps qu'on me parle de Marie Trini, qui était une artiste espagnole, qui avait un profil assez différent des artistes de ce pays de l'époque. Elle était considérée un petit peu comme une chanteuse à texte, intellectuelle, et c'était une jeune femme très 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 intéressante, passionnante, et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire 2 albums avec elle. Voilà. On s'entendait très bien, on était vraiment très, très liés, très amis. Malheureusement, elle a disparu prématurément, elle aussi. Elle avait un peu plus de 60 ans. Voilà. Marie Trini, oui. Ouais. Une autre artiste incroyable. Alors là, c'est attendre. Ça vous dit quelque chose? Vous avez tellement de chansons, mais cette voix-là est inoubliable. Un jour sans fin, j'attends quelqu'un. Tu ne viens pas sur le rivage. Le temps se traîne, longue est la vague, longue est ma peine. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre Mélina Mercouri, hein, Claude? Bah oui, Mélina, c'était un personnage avant tout. Un personnage exceptionnel, une femme extrêmement intelligente. Joe avait beaucoup de respect pour elle. C'était pas sa mère, hein, c'était sa belle-mère. Mais il était impressionné par son intelligence. Or, pour impressionner Joe sur ce plan-là, il fallait tout de même se lever de bonne heure, comme on dit. J'ai beaucoup travaillé avec elle. Elle était absolument flamboyante, mais en même temps, cette femme qui avait l'air tellement sûre d'elle. Bon, dès qu'elle se retrouvait en studio pour enregistrer, ça devenait une petite fille et elle me demandait de descendre dans la cabine avec elle. Elle me tenait la main comme ça pendant qu'elle chantait, tellement elle avait peur. Ouais.
marrant. C'est beau. Et alors, la relation avec Joe Dassin, évidemment, il y avait Jules Dassin, Mélina Mercouri. Jules Dassin, c'était son mari. C'était un grand amour des deux côtés. Joe, évidemment, c'était pas sa maman, donc je pense qu'il y avait eu quelques petits soucis avec son papa quand il a quitté sa mère, ce qui me semble normal. Mais encore une fois, il avait beaucoup d'estime pour Mélina, pour son intelligence. Oui. Ouais. Ce qui est fou parmi toutes ces rencontres, Claude Lemel, et là vous en citez beaucoup, comment on décrit des chansons, l'art d'écrire une chanson publiée chez Erol, c'est qu'il y a des rencontres qui comptent encore plus que d'autres. Et pour moi, un artiste... évidemment, oui. Oui. Et pour moi, un artiste, celui qu'on va entendre, qui compte peut-être encore plus qu'un autre. Écoutez. Je mettrai mes 3 francs sur le 3, sur le 2, le 22, et voilà. J'ai acheté les journaux, bien écouté la radio. À côté de mes zigues, Monsieur X n'est qu'un rigolo. Tiens, c'est gagnant, le dimanche suivant, je mettrai le paquet carrément. En quelques mois, je deviens l'idole du tabac du coin. Giscard, j'ai des milliards dans les palaces, près des flots bleus. Quel bonheur d'écouter Carlos. Parce que moi, j'adore Carlos. Ouais, malheureusement, on ne l'entend plus du tout. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a besoin de fantaisie, on a besoin de bonne humeur, on a besoin d'humour, ou tout simplement, alors employons le mot, il n'est pas péjoratif, de rigolade, voilà, de avec légèreté. C'était ça avec de légèreté. Donc vous en avez écrit plein de chansons avec énormément, le succès. oui. Le succès de Carlos, c'est vous, c'est Claude Lemel. Pas tous les succès. Non, il y en a 2 ou 3 de Jim Lariaga qui était un super auteur. Oui. Mais c'est un homme d'une très grande intelligence, Carlos, d'une très grande culture et d'une drôlerie infinie. Enfin, il avait vraiment énormément d'humour. Et non, c'était un bonheur de travailler avec lui, de passer des journées ou des nuits avec lui. Il y avait des échanges incroyables avec cet homme-là. Bon, la seule chose qui m'a un peu attristé, c'est que à la fin de sa vie, il était tout de même triste. Il était triste parce que les médias ne passaient plus beaucoup, et donc parce que le public, évidemment, n'entendant plus parler de lui, l'avait un peu lâché aussi. Et à part les grosses têtes, que les gens écoutaient toujours, sinon les chansons, par exemple, ne marchaient plus du tout. Et oui, il était malheureux. Il était malheureux. Il est mort malheureux, Carlos. Oui, je pense. Oui. Malheureux à cause de quoi? Du public Parce qu'il se sentait moins aimé. Ouais. On a tous besoin d'être aimé. Il se sentait moins aimé. Alors, évidemment, il y avait une tristesse. Ouais. En même temps, on se dit, il y avait des chansons drôles. Et puis, il y avait aussi des chansons qu'il aimait beaucoup. Des chansons plus sentimentales. La Demoiselle de Déshonneur. Des chansons qu'il aimait chanter. Oui, mais ces chansons-là, alors il les adorait et il lui arrivait de les chanter sur scène, mais les radios ne les passaient pas. Donc c'était un peu une frustration pour lui aussi. Voilà. Ouais. Il aimait le public, il aimait être sur scène, il aimait... Il aimait simplement, il aimait les gens. Voilà. Il aimait la vie et il aimait les gens. Mais à la fin de sa vie, je vous dis, j'ai senti chez lui tout de même un peu de... un gros poids sur la poitrine. Ouais. Vous allez lui écrire Une journée de Monsieur Chose, un disque absolument formidable, une espèce de comédie musicale, avec la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, là, le tiercé, et tant d'autres. Puis écoutez celle-là. Tellement de manières qu'il mettait parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Alliez-vous au petit bijou. Et d'abord, sur la main, style ancien. Alors, texte de Claude Lemel. Allez, alors là, ciselé, hein. Oui, alors ça n'a l'air de rien. Les gens, évidemment, pensent que écrire une chanson comme ça, c'est extrêmement facile, ce qui est le contraire. Il y a un ami réalisateur, Serge Corbert, qui m'a consacré à un film de 52 minutes il y a une dizaine d'années. Et dans ce film, il y a une interview de Maxime Le Forestier.
Et Maxime Le Forestier dit que c'est plus difficile d'écrire Big Bisou que l'été indien, ce qui est la vérité stricte. Écrire une chanson comme ça, c'est beaucoup plus difficile que d'écrire une chanson sérieuse. Ouais. Un artiste pour lequel vous avez travaillé aussi, évidemment, on va entendre entre violence et violon. Alors là, c'est quoi? On écrit pour un maestro, là. On écrit un texte pour le géant. Alors c'était aussi avec Billon, ça, avec Pierre Billon. Et donc c'était à Nashville. Et je devais partir le matin même. Et puis Johnny, la veille au soir, à minuit ou 1h du matin, m'a demandé de rester. Voilà, 2 jours de plus. Et pendant ces 2 jours de plus, j'ai conçu le texte de Entre violence et violon. Et Pierre Billon, je pense avec Éric Boide, a fait la musique. Ouais, voilà. C'est le grand Johnny Hallyday. Ah oui, oui. Il est à la place qui est la sienne. C'était le plus grand, vraiment. Bah dans ce style-là, oui, certainement. Dans ce style-là, oui. Et il y a une vidéo de cette chanson-là sur scène avec une violoniste extraordinaire. Et sur scène, c'était très beau, oui. Ouais. Oui. Et là, il y a l'énergie, parce qu'il faut écrire avec les mots de Johnny. Quoi, oui, les mots. Oui. Ouais. Mais ça, bon, j'ai jamais eu beaucoup de mal à me mettre à la place d'une ou d'un artiste. C'est comme un peu un dialoguiste de film qui écrit pour différents personnages, quoi. Ouais. Moi, j'adore ça, oui. Colorer ma mémoire de rêve d'Amérique. Je flottais sur l'Atlantique de Fender en Gibson. Je roulais des mécaniques sans parler Davidson. Et j'allais au Las Vegas. Le diable avait 16 ans. Mais pour l'école d'en face, l'enfant est un enfant. J'allais au bout de ma vie comme au bout de la vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien appris. J'allais au bout de ma vie comme au bout de la vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien appris. Là, c'est presque sa vie, hein. Oui, Johnny, oui, bien sûr, il l'a beaucoup sans fait. avoir rien appris, ouais. Il l'a beaucoup fait quand même. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chansons autobiographiques. Oui. Ouais. Oui. Mais ça, oui, ça lui allait bien. Ouais, des obsèques quasi nationales pour cet artiste qui n'est jamais vu pour un artiste. Ça le méritait, il était là. Hein. Oui, alors ça a dû se passer pour d'autres artistes, mais il y a très très longtemps. Je crois que Fraxon avait eu des obsèques aussi très suivies, mais bon, lui c'était pour des raisons différentes. Il lui est arrivé tout de même à une chose absolument inouïe, c'est qu'il avait été tué par son père. Bon, parce qu'il partageait la même jeune femme et que son père a tué, papa de Fraxon a tué son fils par jalousie. C'est quand même un truc assez inouï, incroyable. Et je crois que là, il y a eu énormément de personnes. Et il y a quelqu'un d'autre pour qui il y a eu beaucoup de moins à ces obsèques, quelqu'un de beaucoup moins connu, mais que j'adore et que je respecte beaucoup. Pour moi, c'est un immense auteur de chansons, c'est Alain Leprest. Ouais. Alain Leprest qui a fait la préface du livre. L'un des deux préfaciers, l'autre étant Émilie Loiseau. Voilà. Ouais. À qui je souhaite très longue vie. Oui, beaucoup de talent. Parmi tous les textes magnifiques, cette chanson-là, c'est une de celles que je préfère de vous. Elle est chantée par Gérard Lenormand. Ah, écoutez ça. Le funambule. Au-dessus de la grande ville, je me balade sur mon fil, moi funambule, promeneur du ciel. Entre l'Empire State et Babel, j'ai tendu mon bout de ficelle et les oiseaux m'ont fait la courte échelle. Je suis bien là-haut, sous le chapiteau des étoiles et du soleil, au-dessus des guerres, du fracas de la terre. Ce sont des chansons populaires et grands succès populaires. Écoutons les paroles. On dit beaucoup de choses dans une chanson, comme celle-là. Bah, j'essaye. On est là pour verser sur le papier ce que notre cœur et ce que notre imagination peuvent contenir et ce dont ils peuvent déborder. Bon, donc j'essaye à chaque fois. Moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, j'écris ce que je pense, ce que je sens.
J'essaye de ne jamais tomber dans l'artifice, dans la facilité, dans l'habileté. Brel, il disait un truc qui m'a beaucoup frappé. Il disait, on fait un métier où il ne faut pas 2 grammes d'habileté. Et j'ai arrêté parce qu'un matin, je me suis réveillé, j'avais 1,50 g. Ouais. Cette Voilà. chanson, elle dit, voilà, en équilibre sur un fil, au-dessus du monde, c'est le parabole de l'artiste, au fond, au-dessus des guerres, au-dessus du malheur, et il y a les oiseaux, voilà, et de puis toute vie, il sait qu'il va tomber. Pas seulement Ouais. de l'artiste, de toute Ouais. vie, je pense. Mais il sait qu'il va tomber. Et là, elle dit ça, la chanson. Mais on sait tous qu'on va tomber. Ouais. Je sais pas, la musique portait ça en elle, parce que j'ai écrit le texte sur la musique, la personnalité de Gérard. D'ailleurs, Gérard m'a toujours dit qu'il avait eu, lui, la même idée que moi sur cette musique-là, mais qu'il ne me l'avait pas dit parce qu'il voulait que je sois libre d'écrire ce que je voulais. Ouais. Gérard m'a toujours dit ça. Ouais. Et il l'a envolé comme ça. La chanson, elle permet comme ça d'aller au-delà de... Ah, mais ça lui allait très bien. Ça correspondait à la fois à sa voix et à sa personnalité. Oui. Ouais. Merci, Claude Lemel. Hein. Merci à vous. C'est magnifique parce que voilà le livre qu'il faut lire pour écrire. Pour savoir écrire une chanson, on apprend plein de choses, plein de citations, plein d'artistes, plein de souvenirs. Il y en a tant d'autres. Je disais 1500 chansons chantées, on en a entendu quelques-unes. On va se quitter avec un des grands interprètes. Alors, vous allez écrire... La chanson qu'on va entendre, c'est presque à la fin de sa vie. Et elle est très touchante pour ça aussi. Ah oui, je l'aime beaucoup. Ouais. Je l'aime beaucoup. Ça s'appelle « Faut faire avec ». C'est Beko qui dit tous les emmerdes, les maladies et même le cancer, faut faire avec. Elle dit ça, la chanson. Bien sûr. Et il est malade à ce moment-là. Il est malade. Oui. Quand il m'arrive de prendre la guitare de temps en temps pour chanter, je commence mon tour de chant avec cette chanson. Oui. Il aimait ça, Beko, dire je vais faire avec, je vais vivre. Il savait qu'il était en sursis. Oui, on l'est tous et oui, il faut faire avec. Et comme je l'ai dit dans un autre texte pour Reggiani, il faut vivre. Voilà. Oui, il faut vivre. Ouais. Beko, un petit mot sur Gilbert. Ouais. Un homme exceptionnel, un homme à la fois très star sur scène et très simple dans la vie. Très simple. C'était un homme de la campagne, c'était un homme un père de famille, c'était un homme attaché aux siens, à ses amis, à ses proches, à sa famille. J'ai adoré non seulement travailler avec lui, mais partager des journées, des soirées avec lui. C'est un mec méconnu. Je crois que beaucoup de gens ont une image totalement fausse de lui. C'était vraiment quelqu'un de très bien, quelqu'un de très amical et quelqu'un de vraiment gentil, vraiment gentil. Aujourd'hui, ce serait presque un défaut de l'être. Ben non, c'est une grosse qualité d'être gentil. Et Dieu fasse que je le reste si je le suis ou que je le devienne si je ne le suis pas. Merci. On lui fait un grand salut à Gilbert, que j'ai eu la chance d'interviewer, c'est vrai, il était adorable. Adorable. L'art d'écrire une chanson. Merci Claude pour tous ces refrains qu'on chante, qu'on va chanter, qu'on continuera de chanter sans même savoir que c'est vous qui les avez écrites, ces chansons. Vous vous en fichez de ça? Peu importe, vraiment, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Voilà. Pas moi qui l'ai dit, c'est très net. Voilà. Merci Monsieur le Président d'honneur de la SACEM. Merci Claude Lemel. Merci cher Patrick, et merci à tous et à toutes. Faut faire avec. On peut pourtant défier le temps en regardant